Manon et Vincent, merci d'avoir échangé avec nous cette semaine, d'avoir proposé cette masterclass. Donc, je vais vous laisser vous présenter, vous introduire et on débutera la masterclass. Super. Bah, vu que je vois pas la tête de Vincent ni la tête des autres, je me permets Yep. de me présenter. Oui, super. Du coup, je suis Manon de Remette, je suis cofondatrice de Sepia Consulting. Sepia Consulting, du coup, c'est un cabinet de DPO où on est deux, du coup, Vincent et moi, où Vincent se présentera juste après moi. Et on se charge de toute la partie conformité à la réglementation sur la protection des données, entre autres, pour les entreprises, donc les organismes soit publics ou alors les organismes privés. Donc, on va vous expliquer un peu plus en détail et de manière interactive exactement ce que c'est. On fera un gros focus sur un sujet qui, je pense, va énormément vous intéresser, qui est l'intelligence artificielle. Merci Manon. Et du coup, de mon côté, comme Manon a commencé à l'expliquer, donc moi je suis Vincent Oscar, associé et cofondateur donc, de CPA Consulting également. Et pour vous parler un petit peu de mon profil, donc Manon et moi sommes tous les deux juristes. Donc on est des spécialistes du droit, du numérique en particulier et des données personnelles en encore plus particulier. Et concernant mes expériences précédentes, j'ai été juriste en cabinet d'avocat, en droit numérique et en droit économique, avant de monter Sepia Consulting avec Manon. Alors, ce qu'on va faire, si vous êtes OK, du coup, c'est que pour les personnes qui sont là, que vous vous présentiez peut-être rapidement, vu qu'effectivement, moi, je suis la seule, je crois, à ne pas voir vos noms. Comme ça sera peut-être plus facile pour que ce soit interactif. Et si vous voulez nous couper, vous n'hésitez vraiment pas. Vous dites Manon ou Vincent, j'ai une question. Coupez-nous dès que vous avez des questions. Justement, c'est le but d'aujourd'hui, de pouvoir répondre à toutes vos questions et que ce soit vraiment un échange et pas du tout un cours, entre guillemets, magistral, quoi. Tout à fait. Et vraiment, s'il y a des parties, particulièrement s'il y a des parties sur lesquelles vous voulez qu'on approfondisse, il n'y a pas de souci. Tout est modulable. Si on voit qu'il y a, même que le temps est un peu compté et qu'il y a certaines parties qui vous intéressent vraiment, nous, on pourra sans souci passer très vite sur certaines autres et se concentrer vraiment sur les sujets qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à nous couper, n'hésitez pas à prendre la parole. On est là pour ça. En plus, on est un petit comité, donc d'autant plus. Donc, allez-y, si vous voulez vous présenter, n'hésitez pas à y aller. Je peux commencer s'il faut. Oui. Moi, je m'appelle Mathieu, je suis cofondateur de WakaTP. Une plateforme pour aider les jeunes à mieux s'orienter, donc en mettant en relation des professionnels d'orientation et des jeunes étudiants. Ok. Donc, on a pour projet de un peu le Doctolib de l'orientation, en quelque sorte. Très bien, top. Et pour parler un peu plus de moi, moi, je suis développeur. Donc, tout ce qui est RGPD et compagnie, ça m'intéresse beaucoup pour savoir comment mettre en place concrètement ce genre de choses, typiquement. Ok, super. Donc, voilà. Je vais prendre la suite. Bonjour à tous, moi je m'appelle Mariam. Mon projet il vise à revaloriser les fleurs cultivées coupées et les transformer. Enfin, l'idée en fait c'est de les transformer en matière première pour après fabriquer des produits cosmétiques. Ok, super. Ok. Enchanté de même. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci. Hello. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, C'est bon, bonjour vous Alan. m'entendez? Oui. Oui, très bien. Super. Du coup, moi, c'est Alan Paul Tacita. Je suis enseignant. Je suis en train de développer une plateforme éducative qui est boostée par l'IA, qui va proposer des contenus pédagogiques adaptés au niveau de l'apprenant et tout ça à partir de son fichier. Et on va dire le sujet de la protection de données m'intéresse car premièrement, je vais utiliser des données, on va dire, un peu sensibles de l'élève et au niveau aussi des contenus pédagogiques que je vais utiliser, ont aussi des éditeurs spécifiques. Donc Ok. voilà. Parfait. Ok. Écoutez, enchanté. Et puis, effectivement, Enchanté.
présentation sur l'intelligence artificielle en plus de données personnelles. Donc, a priori, ça devrait brosser assez large. Super. Ok. Bah, je sais pas s'il reste du monde, vu que, comme dit, je vois pas. En fait, je vois rien, je vois juste mon écran, la protection des données. Non, nous n'avons que 3 participants pour l'instant, mais sans doute il y en aura d'autres par la suite. Ok. Alors, en général, ce qu'on aime bien faire avec Vincent, c'est vous poser une question, du coup, qui va arriver sur le slide, la slide, pardon. C'est qu'est-ce qu'une donnée personnelle selon vous? Pour moi, c'est une donnée qu'on peut rattacher à un utilisateur et qui permet en quelque sorte d'identifier cet utilisateur, qui est propre à lui-même. Ok. Et est-ce que tu pourrais me donner, par exemple, de données personnelles? Ouais, nom, prénom, adresse email, adresse, sexe, ce genre de choses. Ok. Bah, en fait, c'est exactement ce que tu as dit. Et là, c'est la slide de Vincent qui va arriver où, en fait, on va vous expliquer en détail des choses que vous savez pas sur la définition, en fait, d'une donnée personnelle. Mais tu as raison sur ce que tu as dit. Ok. Alors, effectivement, donc une donnée personnelle, c'est donc une information qui se rapporte donc, à une personne physique. Donc ça, effectivement, c'est inclus dans la définition, mais c'est toujours bien de le rappeler parce que ça ne va pas concerner des personnes morales, donc des sociétés, des collectivités, etc. Et la petite subtilité, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est une donnée qui va permettre d'identifier la personne, mais également de l'identifier potentiellement. C'est pour ça qu'on parle de données qui permettent à la personne d'être à la fois identifiée ou identifiable. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose comme une identification directe, donc comme tu l'as dit, le nom ou le prénom, mais ça peut être bien plus ténu. C'est-à-dire que un numéro de commande, par exemple, c'est une donnée personnelle. Même l'information qu'une personne a acheté une pomme, c'est une donnée personnelle potentiellement. Donc en fait, en pratique, les données personnelles, ça va être quasiment toutes les informations qui peuvent être attachées de près ou de loin à quelqu'un. Donc en clair, pour quasiment toutes les activités, voire même 100% des activités en pratique, il y aura des traitements de données personnelles. Les données personnelles vont être obligatoirement inclus dans quasiment toutes les problématiques commerciales que vous aurez, etc. Donc, l'identification d'une personne, elle peut être faite de 2 manières différentes, à partir d'une seule. Allô? Oui, Oui. Excusez-moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous allez partager la diapo? Oui, oui. oui, pas de souci, vous inquiétez pas. Super. Parce que j'aimerais prendre des notes et je me dis, je préfère me concentrer. Non, non, on va partager la diapo, t'inquiète pas. Et en Super, Ne t'inquiète merci. pas, Alan. Suite à la masterclass, à chaque fois, je mettrai le lien d'enregistrement sur la plateforme ainsi que la présentation. C'est à chaque fois. Super, super, désolé. Merci. Pas de Non, il n'y a pas de souci. problème. pas de problème, avec plaisir. Donc du coup, donc, comme je le disais, donc, l'identification de la personne physique, donc, elle peut être réalisée à partir d'une seule donnée. Ça va être en fait des données identifiantes directement, donc le nom, le prénom. Ça peut être aussi par exemple le numéro de sécurité sociale qu'on appelle le NIR. Ça va être des données qui vont à elles seules permettre d'identifier une seule personne. Mais ça peut l'être également à partir d'un croisement. Et ça, un croisement de données, comme je le disais, ça peut être extrêmement vaste. Pour vous donner une petite idée et faire un petit teasing sur une catégorie particulière de données qui va arriver, le poids est une donnée personnelle, la taille est une donnée personnelle, le croisement des 2 données, ça donne l'IMC, c'est aussi une donnée personnelle. Donc là, ça va être des données qui ne vont pas être identifiantes directement, parce que bien sûr, il y a plus de 2 personnes dans le monde et en Europe qui ont le même poids, qui ont la même taille. Mais en fait, à partir du moment où on va pouvoir cumuler toutes ces données, on va pouvoir resserrer un petit peu l'entonnoir et aller identifier plus précisément un groupe de personnes ou une personne. Donc voilà, sur cette définition, on voit qu'on a une définition quand même assez large de la donnée personnelle en général. Mais en résumé, par rapport à ce que Vincent il a pu dire, c'est que les informations, du coup, ça peut identifier une personne physique soit de manière directe ou indirecte. Mais par contre, des données personnelles, va exclure les données relatives aux personnes morales. Donc les personnes morales, c'est les sociétés. Et les données totalement anonymisées. Les données totalement anonymisées, là, actuellement, il y en a très peu. On parle plutôt de données pseudonymisées.
L'anonymisation, en fait, si vous allez à des conférences sur la protection des données, il y a très peu de personnes qui arrivent clairement à anonymiser des données. Donc, en général, on a souvent des données personnelles. On a beaucoup de données personnelles, comme Vincent l'a dit tout à l'heure. Quand vous créez un projet, vous avez des clients, vous avez des prospects, vous avez toujours des données personnelles, donc le RGPD va s'appliquer. On va passer du coup à... Bon, alors, je reviens sur la slide d'avant. On va parler des données sensibles, qui est une catégorie en fait de données particulières. Est-ce que, si vous n'avez pas vu la slide d'après, vous pouvez me donner des exemples de données particulières, de données sensibles? Bah, les informations de paiement, par exemple. Alors ça, c'est une très très bonne remarque. Ouais. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais non, surprenamment, les informations de paiement ne sont pas considérées comme des données sensibles. D'accord. Ok, bah, dans ce cas, je dirais tout ce qui est lié à la santé. Ouais, Ouais. la santé, la situation, l'handicap. Tout à fait. Ouais. En fait, vous avez totalement raison. En gros, ça, on a une liste du coup des données sensibles qui sont données par le RGPD. Donc, vous allez être sûrement surpris lors d'une dernière sensibilisation. Vous pouvez être surpris par le mot origine raciale. Il faut savoir que c'est l'origine raciale ou ethnique. En France, on utilise toujours le mot ethnique et non racial. Mais vu que c'est des documents qui viennent de l'anglais, ça a été traduit de cette manière. Mais voilà, vous avez l'origine raciale et ethnique, les opinions politiques, religieuses, etc. Et vous avez, comme vous avez dit aussi, tout en bas, les données de santé. Donc tout ça, c'est des données, on va dire, assez particulières qu'on considère comme très sensibles. Donc par principe, ces données, il est dit qu'il est interdit de les collecter. Si on désire les collecter, il y a des manières en fait de pouvoir le faire. Et une des manières, ça va être de demander par exemple le consentement des utilisateurs, de vos utilisateurs, de vos clients. On va faire un petit focus sur la donnée de santé parce qu'on trouve avec Vincent, vu qu'on est spécialisé en e-santé, on trouve que c'est assez important de faire un focus là-dessus. Parce que la donnée de santé, on a une définition qui est extensive au possible. En fait, si vous lisez la définition de la donnée de santé, c'est toutes les données qui sont relatives à la santé physique ou mentale. Donc la santé mentale est réellement prise en compte, passée, présente ou future, d'une personne physique qui révèle des informations sur l'état de santé de cette personne. Il y a souvent une question qui est posée, c'est qu'est-ce que c'est une donnée de santé future? En fait, une donnée de santé future, c'est, imaginons, vous avez une personne X qui a un rendez-vous pour une chimiothérapie dans 3 mois. En fait, la date, la chimiothérapie de cette personne qui est dans 3 mois, en fait, on peut savoir, du coup, ça va révéler des informations sur l'état de santé de cette personne. Donc, on a une donnée de future vu que c'est dans quelques mois, imaginons. Et donc, du coup, comme vous avez pu le dire tout à l'heure, on va mettre dans les données de santé le handicap, les antécédents médicaux. Si on a des fois des croisements de données, donc comme Vincent l'a dit, le poids plus la taille, c'est l'indice de masse corporelle. Donc ça, c'est une donnée de santé. Juste par le croisement des deux données, on a des données de santé. En résumé, par rapport à ça, comme je l'ai pu vous le dire, la donnée de santé, c'est une définition qui est très très large. Donc c'est toujours bien de faire appel à un professionnel en cas de doute. Parce que c'est une appréciation en fait à faire au cas par cas en fonction des données que vous collectez. Et pourquoi c'est hyper important? C'est très important parce que une donnée de santé, il va y avoir plusieurs régimes juridiques qui vont s'appliquer. Donc en fonction de votre situation, il va y avoir le RGPD, mais aussi le Code de la santé publique, et il y a des petites spécificités du coup à connaître. Je vais laisser la parole à Vincent du coup qui va faire la slide suivante, qui du coup va parler des traitements de données. Exactement. Mais juste avant, je vais répondre à la question hyper intéressante des données de paiement. En fait, pour la petite histoire, pour faire vraiment de la place sur l'intelligence artificielle, on a supprimé cette slide parce qu'on s'est dit, bon, on va pas vous embrouiller l'esprit. Mais très bonne question, donc il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, on pourra vous la remettre hein, dans le PowerPoint, ça peut être pas mal quand on vous l'enverra. Comme ça, au moins, ça fixera un petit peu les idées. En gros, il y a certaines données
qui ne sont pas considérées comme des données sensibles au regard du RGPD, mais qui ont une importance quand même assez capitale, parce qu'elles sont très intrusives ou elles comportent des informations qui peuvent être extrêmement importantes pour la personne. Ça, c'est exactement le cas de la donnée de paiement. Alors, en fonction des différentes autorités de régulation européennes, il y a certaines appellations qui sont un petit peu différentes. Moi, à titre personnel, avec nos clients, avec Sepia, on a tendance à les appeler les données critiques, pour vraiment donner l'importance, montrer l'importance de ces données, parce que c'est des données qui sont extrêmement importantes, qui ne doivent pas fuiter. Bon, aucune, hein, mais celle-ci, voilà, les données de paiement, si jamais elles fuitent, ça peut avoir des conséquences assez drastiques sur la vie des gens. Mais par contre, ce ne sont pas des données sensibles, dans le sens où elles ne seront pas soumises à tout l'éventail d'obligations supérieures que peuvent nécessiter les traitements de données sensibles. Mais par contre, pour les données de paiement, il y a quand même encore une petite subtilité, c'est-à-dire qu'il y a d'autres règlements qui vont entrer en compte. Là, pareil, on ne va pas rentrer dans les détails pour ne pas vous embrouiller, mais dites-vous que c'est des règlements bancaires. Et si je peux vous donner un petit conseil, vous avez déjà commencé à mettre en place des sites ou des sites de vente ou des choses comme ça, passez par un prestataire de paiement, même si vous êtes développeur et que ça peut être fun de faire une interface pour récupérer le paiement, etc., ne le faites pas. C'est des obligations. C'est ce qu'on a commencé à faire. Ouais. Ok. Enfin, je veux dire, vous avez commencé à essayer de développer vous-même ou Non, on a justement, on s'est pas embêté, on a pris quelqu'un, enfin un prestataire extérieur. Vous avez bien fait. Et carrément. C'est vous, enfin, à moins que ce soit le cœur de votre projet, que vous essayez de lancer, je sais pas, le nouveau Revolut ou le nouveau Stripe, auquel cas, effectivement, ça se tient. Mais si c'est pas le cœur de votre projet, vraiment n'allez pas sur ce terrain, parce que c'est des obligations qui sont équivalentes à des établissements bancaires. Donc, c'est assez compliqué. Ouais, on signait vite fait et puis on a vite été découragé, quoi. Ouais, mais en vrai, c'est lourd. C'est très, très lourd. Okay. Mais donc voilà, pour la petite histoire, il y a aussi une autre donnée, un autre type de données qui s'appelle les données, que la CNIL, donc l'autorité de régulation française, considère comme données particulièrement personnelles, c'est-à-dire pas une espèce d'intercatégorie. Et à ce niveau-là, on va surtout parler de la géolocalisation. Ça aussi, ça faisait l'objet d'une slide qu'on a fait sauter pour faire de la place avec l'IA. Mais on pourra vous la remettre si ça vous intéresse. Mais voilà, dites-vous, données de paiement et données de géolocalisation, ce ne sont pas les données sensibles. Mais par contre, il faut quand même faire très très attention quand on les traite. Un petit peu comme une catégorie entre. Donc, après la petite parenthèse, je vais vous parler des traitements de données. En fait, le principe des traitements de données... Pardon, j'ai juste une petite question. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans justement les autres catégories, mais le traitement des données de mineurs, il y a encore un truc à part sur ça, non? Ouais, alors en fait, là, on va pas tant parler de données que de personnes concernées. C'est-à-dire que, en fait, les mineurs, c'est des personnes comme tout le monde, sauf qu'elles sont mineures. Bon, une fois qu'on a dit ça, chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes les données personnelles que vous pouvez collecter sur un majeur, vous pouvez les collecter via un mineur. En fait, ce qui va changer, c'est la catégorie de personnes. Et en fait, en gros, pour schématiser, plus les personnes sont considérées comme fragiles, on va dire, au sens de la loi, bien entendu, plus il va y avoir d'obligations d'être encore plus carré au niveau de la collecte et du traitement de données. Et ça peut également impliquer, s'il y a des gros volumes, notamment de collecte et de traitement, ça peut impliquer des obligations encore plus fortes. Ok. Du RGPD. Et après, pareil, pour les mineurs, c'est un petit peu particulier. Il y a d'autres règles qui s'appliquent, notamment des règles nationales. Voilà, parce que ça reste une catégorie de personnes protégées, au même titre que des personnes en situation de handicap ou dans une relation d'entreprise que les salariés. Ça, il faut le savoir. C'est considéré aux yeux de la loi comme des personnes protégées. Voilà. D'accord. Je vous en prie, avec plaisir. Encore une fois, je ne vais pas m'étendre plus dessus pour éviter de vous embrouiller parce que ça peut devenir un peu technique. Mais effectivement, les mineurs, en gros, retenez qu'il faut faire un petit peu plus attention et qu'il y a un petit peu plus de traitements qui doivent être bétonnés. Donc, du coup, justement, pour en venir au traitement, alors, on vous a mis une définition assez extensive.
En fait, un traitement de données, donc c'est une opération ou un ensemble d'opérations portant sur les données personnelles, point. Et vous retenez ça. C'est-à-dire qu'en gros, dès que vous faites quelque chose avec une donnée, c'est un traitement de données. Mais ça, quand je dis que dès que vous faites quelque chose, c'est absolument tout. C'est-à-dire la destruction d'une donnée est un traitement de données. La collecte d'une donnée est un traitement de données. Le fait de transférer une donnée, c'est un traitement de données aussi. En fait, on nous a, enfin d'expérience, hein, on a eu pas mal de clients ou de prospects ou de partenaires qui ont commencé à nous dire non, mais nous, on ne traite pas de données, on ne les stocke pas. Alors, en fait, c'est faux. À partir du moment où vous faites quelque chose sur une donnée, vous faites un traitement de données. Et après, bien sûr, le stockage est un traitement de données particulier. Il y en a d'autres. On vous a donné une petite liste. Donc, la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, etc., etc., etc. Et vraiment, retenez qu'à chaque fois que vous faites quelque chose sur une donnée, c'est un traitement de données. Donc, en pratique, comme on vous a mis un petit peu en morale de la diapo, vous traitez des données personnelles tout le temps. Vraiment, on ne peut pas y couper. L'information, elle est au cœur d'absolument tout. Donc, partez du principe que vous traitez des données personnelles. Et du coup, tout ça a une conséquence dans la slide suivante. Merci beaucoup, Manon. Pas de souci. Donc, ces conséquences, la conséquence est très simple, c'est qu'à partir du moment où il y a un traitement de données, le RGPD va pouvoir potentiellement être applicable. Et en réalité, il y a une condition alternative à son application. Donc, pour replacer un petit peu le RGPD dans son contexte, au cas où vous ne connaîtriez pas trop le règlement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un règlement qui encadre les traitements de données personnelles sur le territoire de l'UE. Bon, en pratique, le territoire de la communauté économique européenne, tout le monde dit UE parce que c'est plus simple, mais il faut savoir que c'est un petit peu plus large que l'UE, en vrai. Donc le RGPD, autre point important, il s'applique à tout le monde. C'est-à-dire, enfin, tout le monde. Toutes les organisations, publiques ou privées, qui traitent des données personnelles. La seule catégorie de personnes à qui il ne s'applique pas, c'est les personnes privées. Et j'entends personnes privées, enfin personnes physiques, pardon, personnes physiques. J'entends personnes physiques si vous traitez des données, par exemple, pour votre vie de tous les jours. Vous avez un répertoire téléphonique sur votre portable, vous n'êtes pas soumis au RGPD. Vous avez un répertoire téléphonique sur votre portable parce que c'est le portable de votre société, parce que vous avez des clients, vous êtes soumis au RGPD. En fait, dès que vous êtes dans une organisation ou que vous êtes vous-même une organisation, c'est-à-dire même un indépendant, en entreprise individuelle, en SASU ou quoi au caisse, vous faites des traitements de données. Et ensuite, une fois qu'on a validé ça, la question c'est de savoir est-ce que territorialement, est-ce que le RGPD s'applique? En fait, c'est très simple. En pratique, c'est extrêmement souvent le cas parce qu'il s'applique à la fois sur le territoire de l'Union européenne. Donc, si vous avez une société qui est basée ou même qui a un établissement dans le territoire de l'Union européenne, le RGPD s'applique. Mais encore plus que ça, si même vous êtes une société qui n'est pas dans le territoire de l'Union européenne, mais que vous ciblez des Européens, même sans avoir un établissement ou quoi que ce soit, le RGPD s'applique. Donc voilà, en pratique, il y a des cas très rares où le RGPD ne s'applique pas, mais dites-vous que pour vous, le RGPD s'appliquera à 100%. Et du coup, je vais laisser la parole à Manon pour parler un petit peu de la réglementation en vous posant une question. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre en place le RGPD en Europe? Parce que ce qu'on entend souvent et beaucoup actuellement, c'est que le RGPD est une contrainte. Personne ne comprend pourquoi une telle réglementation a été mise en place. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples? On va vous parler un petit peu d'histoire avec des dates. On a fait une jolie frise chronologique. Mais par contre, Vincent va vous parler de sujets d'actualité. Est-ce que vous avez des petites idées de pourquoi ça a été mis en place? Si vous savez pas, vous pouvez juste dire non. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une question piège. Hein. Non. Je suis plus exactement, là, j'avoue. Peut-être pour éviter la cybercriminalité, Ok. D'autres idées? le vol des données, etc. Peut-être qu'il y a eu des, je sais pas, des usurpations d'identité ou... Non. Ok. Moi, j'aurais dit que c'est à cause des abus. Alors, je sais pas si c'était lié, mais c'est par exemple aux États-Unis pour l'élection de Trump, ils avaient pu récolter un max de données sur tout le monde avec Facebook, par exemple, et Mhm. pouvoir influencer des élections rien qu'avec ça, quoi.
Alors, en fait, Remarque. on va en parler. Bah, justement, de cette affaire-là, Vincent va vous en parler. Et je vais vous expliquer un peu en amont, mais plus ou moins, vous avez tous raison. C'est parce qu'il y a eu des abus, il y a eu des excès. Et souvent, malheureusement, quand on ne réglemente pas quelque chose, il y a toujours des excès. Donc en fait, il faut savoir que déjà en France, il y a eu le projet Safari. Le projet Safari, c'était l'administration française qui voulait récupérer le numéro de sécurité sociale de tous les citoyens français pour centraliser, en fait, créer un document avec tous les numéros de sécu des citoyens français. Donc il y a eu ce projet et en 74, un an plus tard, il y a eu un article du Monde qui disait, enfin qui appelait en fait au scandale. Tout le monde a été vraiment choqué en fait de la création de ce projet parce que ça reprenait un petit peu les mêmes documents de la Seconde Guerre mondiale avec le fait de référencer en fait chaque personne dans des documents. Donc le projet Safari est tombé à l'eau. Et en 1978, on a eu la première réglementation sur la protection des données, qui est la loi informatique et liberté, que souvent vous pouvez encore, elle s'applique toujours. Vous pouvez toujours voir le nom de cette loi dans des politiques de confidentialité, par exemple. Et après, il y a eu en 95, quelques années plus tard, l'Union européenne qui s'est dit, bon, nous aussi, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on crée un socle commun de règles. Et en fait, au fur et à mesure, on a eu, du coup, en 2016, le RGPD qui a été adopté et qui est applicable depuis 2018. Donc ça, c'est un peu tous les projets, réglementations qu'on a eus. Le dernier en question, c'est vraiment sur la protection des données, le RGPD. Mais on continue au niveau européen, mais même au niveau mondial, à créer des réglementations pour protéger en fait les données de tout le monde. Le but, c'est réellement de protéger les données des citoyens. Et là, Vincent va vous parler de deux affaires clés qui ont été deux énormes scandales, non pas que en France, mais vraiment à l'international, qui fait qu'on continue à réglementer en Europe ou dans d'autres pays. Alors en fait, ces deux exemples du coup qui sont assez ironiques parce que c'est des exemples qui sont passés sur le territoire américain. Mais bon, en pratique, comme beaucoup de choses hein, avec les États-Unis, ça se passe chez eux, mais on en ressent les conséquences jusque dans l'Europe. Et là, c'était assez intéressant parce que c'est vraiment deux affaires qui ont quand même énormément marqué les esprits. Et on les a pas choisies au hasard. En fait, il y en a une qui est antérieure à la date d'application du RGPD et l'autre qui est pile concomitante. Donc, la première, c'est l'affaire Snowden. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. De mémoire, je crois qu'il y a un documentaire sur Netflix qui doit se balader sur ce brave Snowden qui a dû fuir les États-Unis. Donc, Et qui est toujours en Russie. En Russie, ouais. Ce qui pose pas mal de problèmes, enfin, qui complique encore une situation qui n'a pas besoin de l'être. Mais en gros, juste pour rafraîchir la mémoire, donc à l'époque, la NSA avait mis des programmes d'écoute extrêmement importants, extrêmement vastes, surtout qui ne différenciaient pas trop entre les personnes qui avaient nécessité d'être sur écoute pour des raisons d'enquête judiciaire et tout un chacun. Ce qui a fait que des citoyens lambda se sont retrouvés sur écoute, et également des hommes politiques, et également des hommes politiques étrangers. De mémoire, je crois même que c'était bien en 2013 ouais, que Angela Merkel avait eu son portable sur écoute via les renseignements américains. Bon, en pratique, tout espionne, hein. Mais c'est pas quand même génial de se faire choper la main dans le sac. Et ça, en fait, ça avait été mis en lumière par Edward Snowden, pardon, qui travaillait à l'époque à la NSA, qui est parti, qui a sorti ça, qui a fait éclater ça au grand jour, ça a fait un tollé médiatique, et il est parti en Russie pour échapper à la justice américaine, sinon il serait encore en prison. Depuis un sacré... Est-ce que je me permets de rajouter, pour continuer cette belle histoire de Vincent, c'est que je suis allée voir actuellement un peu ce que fait Snowden. Donc Snowden est toujours bloqué en Russie parce que du coup les États-Unis ont supprimé son passeport, donc son passeport n'est plus valable du tout. Et en fait, Snowden continue à faire des conférences. Donc, depuis la Russie, il fait encore actuellement des conférences. Peut-être un jour vous aurez l'occasion, si ça vous intéresse, d'y assister. Mais il est toujours, du coup, toujours en vie et il parle toujours en fait de cette histoire. C'est ça.
Ça a vraiment été assez. Enfin, bon, ça a complètement bouleversé sa vie. C'est vraiment considéré comme un lanceur d'alerte. Clairement pas le premier lanceur d'alerte de l'histoire, mais dans l'histoire moderne des whistleblowers, des lanceurs d'alerte, il est souvent donné un peu en exemple. Après, on ne rentrera pas non plus dans les détails du personnage, parce que c'est un personnage qui peut être un peu particulier, qui a été remis en cause, bien évidemment, par l'État américain, du fait de sa proximité avec la Russie. Donc bon, nous, on n'est pas là pour parler géopolitique ou quoi que ce soit. Mais bref, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment cette affaire, parce que qu'importe les convictions, les affiliations passées, présentes ou futures de M. Snowden, ce qui compte, c'est qu'il a bien mis à jour une affaire d'espionnage de masse. Ça, il y a eu quand même une énorme prise de conscience de la part de l'Europe et même du monde entier en règle générale. Ça a déjà été une première alerte. La deuxième affaire dont vous voulez parler, et ça tombe bien parce que du coup, même si c'était en 2018, donc ça fait quand même une petite paire d'années. Alors, je ne sais plus qui en a parlé parce que j'ai pas retenu, j'ai pas vu qui était intervenu sur ça, mais c'était exactement ça. C'était l'affaire de Facebook et des tests qui ont influencé les élections, ou du moins qui ont tenté d'influencer l'élection de Trump et le Brexit. Donc, pour replacer un petit peu les détails, donc on appelle ça l'affaire Cambridge Analytica. En fait, Cambridge Analytica, c'était une entreprise dans le cœur du métier, était de récupérer des données, de créer des profils, ce qui est légal. Hein. Ça, c'est complètement légal, même en Europe, même avec le RGPD, et de vendre ces profils à des entreprises pour de la publicité ciblée. Jusque-là, pas de problème. Ça peut être des zones un petit peu grises du droit, mais c'est un marché qui existe, c'est le marché des courtiers en données ou data brokers. Ça n'avait pas de souci. Petite subtilité quand même, double subtilité, c'est que la collecte de ces données avait été faite à l'insu des personnes qui avaient donné leurs données, qui étaient les utilisateurs de Facebook. En plus de ça, elle avait été faite sur la base de tests psychologiques. Donc, on est sur de la donnée de santé. Alors, certes, le RGPD n'existait pas, enfin, quasiment pas en pratique, et surtout pas aux États-Unis. Mais bon, quand même, pour vous donner un petit peu l'idée du poids de ces données-là. Et surtout, ces données, elles avaient quand même été utilisées donc, pour faire des profils assez précis de certains groupes de personnes. Et ces profils-là avaient été vendus à des on va dire, groupes d'influence qui avaient utilisé ces profils-là pour faire passer des fausses informations, dans le but d'influencer, comme avait dit la personne précédente, pour influencer les élections de Trump et le Brexit. Donc, ça a fait quand même beaucoup de remous, à juste titre. D'ailleurs, Mark Zuckerberg est passé devant le Congrès pour répondre un petit peu de tout ça. L'entreprise a été complètement dissoute, évidemment, ça a fait un énorme buzz. Mais tout ça pour dire que le RGPD, ça paraît être une contrainte pour les sociétés. Ça fait beaucoup de choses. Ça a l'air d'être une montagne. En pratique, ça a aussi des avantages, on le verra un petit peu plus tard. Mais surtout, oui, dis-moi. Excusez-moi, j'ai une question. Peut-être que ça sort un peu du contexte. Mais imaginons que je crée une société en France. Okay. Je veux ouvrir mon application dans un autre pays, on va dire les États-Unis. Est-ce que le fait que mon application a été créée en France, est-ce que mon appli est confronté aux mêmes problématiques, enfin, pas aux mêmes problématiques, mais au GPD des États-Unis? Alors, pour ce qu'il faut... Alors, il y a 3 niveaux. En gros, je vais te répondre à peu près à 3 niveaux. Le niveau numéro 1, c'est qu'il y a quelques règles de protection des données aux États-Unis, quasiment pas. En pratique, c'est très, 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 très léger, mais il y a très peu de règles fédérales. Par contre, en fonction des États, il y a certains États qui ont, on va dire, des RGPD light, un petit peu, c'est-à-dire des corpus législatifs qui ne s'appliquent que sur ces États-là pour la protection des données et qui s'inspirent du RGPD. Par contre, en revanche, ça reste toujours très light. Donc, on aurait tendance à dire que les données, si vous êtes conforme au RGPD, vous êtes conforme à la réglementation américaine. Et ça, en fait, c'est le 3e point, et c'est le plus important, c'est que pas forcément. Même si les États-Unis n'ont pas
exactement le même niveau de protection Français? que la France ou que l'Union européenne. Donc, Même règle, ça ne veut pas dire forcément que ce sera équivalent. Après, donc si vous êtes... excuse-moi, comment? Non, je Ah, disais, si vous êtes carré par rapport aux règles françaises, il y a de très fortes chances que vous soyez carré par rapport à une bonne partie des règles américaines. Mais ce n'est pas une garantie. Et dernier tout petit point aussi, en ce moment, on a pour l'instant le droit de transférer des données aux États-Unis sans autre garantie, parce que l'Union européenne considère pour l'instant que les États-Unis n'ont pas le même niveau de protection, mais un niveau à peu près équivalent. Je dis pour l'instant parce que je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça va sauter. C'est quasiment sûr que ok. Donc là, si je comprends bien, l'Union européenne, on va dire en termes de RGPD, ils sont au top 1 de la protection. Et si aujourd'hui, il faut que j'utilise des stratégies pour avoir des utilisateurs en utilisant les données de mineurs ou de majeurs, vaut mieux que j'intègre ma plateforme aux États-Unis afin de, on va dire, limiter mes difficultés en termes de RGPD. Non, parce qu'en fait, justement, comme j'avais dit, mais c'est pas grave, de toute façon, tu auras accès si jamais au diapo. Mais en fait, comme je l'ai dit, le RGPD, il s'applique même aux entreprises qui ne sont pas en Europe. Si jamais tu traites des données de citoyens européens, le RGPD s'applique. Même si ta société elle est aux États-Unis, hein, peu importe, le RGPD s'applique quand même. La seule manière pour toi d'échapper au RGPD, c'est si tu crées une société aux États-Unis et que tu ne quittes pas les États-Unis. Enfin, en gros, que tu crées une société hors de l'Europe et que tu ne vas jamais traiter de données de citoyens européens. Là, le RGPD s'applique pas. Mais si jamais tu crées ta société aux States et que tu traites des données de n'importe quel pays de l'Union européenne, tu seras soumis au RGPD et aux mêmes obligations. Ok, merci. Avec plaisir. Et du coup, Et si jamais, je me permets juste de dire quelque chose, en fait, le RGPD, comme je le disais, au final, c'est pas une contrainte, ça, c'est un gage de qualité pour montrer à quel point l'entreprise respecte et protège les données de ses clients. C'est tout. et complètement. Et du coup, je pense que, vu le temps qui reste pour laisser quand même pas mal de temps à Manon de parler sur l'IA Act, je pense que je vais un petit peu accélérer sur la suite. Donc, pour la prochaine slide, je vais juste vous évoquer quelques principes majeurs du RGPD. Donc, là, en gros, vous les avez tous. Vous avez tous les principes majeurs. Je ne vais pas tous les développer. Mais en pratique, retenez que le principe de transparence, ça veut dire qu'il faut informer les gens. Il faut que vous dites ce que vous faites et que vous fassiez ce que vous, ce que vous disiez, ce que vous dites. Ça, c'est hyper important. C'est le principe du RGPD et même de l'IA Act. On y reviendra. Mais en fait, la conformité à l'européenne, c'est vraiment être transparent sur ce que vous faites et faire exactement ce que vous dites que vous allez faire. C'est-à-dire que si vous dites, OK, sur un papier, il n'y a pas de problème, on a mis des procédures de contrôle, on fait ça comme ça, on est carré, en vrai, il faut que vous le fassiez. C'est tout aussi simple. À côté de ça, en termes de principes adaptés au traitement, enfin, qui sont vraiment sur les traitements de données, moi, je retiendrai essentiellement les limitations des finalités. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites un traitement de données, il faut que ce soit pour un but précis. Vous ne pouvez pas dire on prend des données et on verra ce qu'on en fait. Ça, c'est complètement interdit. Par contre, si jamais vous savez ce que vous faites, en pratique, vous pouvez faire à peu près tous les traitements que vous voulez, toute la collecte que vous voulez, tant que c'est précis et tant que vous savez comment le faire. Et pour savoir comment le faire, on est là. Et Et justement, j'ai une petite question. Si on sait qu'on va en avoir besoin potentiellement dans le futur, on peut juste dire, si pour plus tard on veut mettre en place ce type de fonctionnalité, on en aura besoin, on en aura besoin de les récolter, mais on ne s'en servira pas pendant 1 an, par exemple. il y a des. Ça, ce sera une analyse qu'il faudra faire vraiment au cas par cas. Ok.
En pratique, c'est vraiment soumis à interprétation. Parce que si on interprète le RGPD de manière extrêmement stricte, techniquement, ce serait interdit. En pratique, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est autorisé, mais sous contrôle. Il faut savoir le faire, vraiment pas lésigner sur l'information au niveau des personnes et Ok. sur des bases légales, etc. Bon, ça, c'est un peu du jargon technique, mais en vrai, savoir vraiment exactement comment on le fait. Parce que typiquement, en fait, c'est des choses qui se font un petit peu, enfin, si on raisonne par analogie, pour tout ce qui est du bêta-testeur, finalement. Il peut y avoir des gens qui vont communiquer certaines de leurs données pour affiner des outils qui, in fine, vont peut-être complètement changer. Donc, au moment de la collecte, les utilisateurs n'étaient pas forcément informés de ce à quoi les servir à la fin leurs données. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment du cas par cas parce que voilà, si c'est vraiment de la collecte massive, type ce qu'on faisait à l'époque avec le big data, ça par contre c'est interdit. Il faut quand même avoir une idée derrière la tête et le documenter. En Ok. fait, là, c'est un sujet qui est très touchy. C'est tout ce qui est du coup des traitements ultérieurs. En fait, il faut voir en fonction de la compatibilité. Par contre, si je peux te donner un exemple concret là de ce que tu ne peux pas faire, c'est, imaginons, tu as un formulaire de contact sur ton site internet et tu as une personne qui te donne du coup, qui répond à ce formulaire de contact, qui te donne son adresse email et pourquoi la personne te contacte. Tu ne pourras pas réutiliser l'adresse email de l'utilisateur pour créer une base de données et lui envoyer des messages promotionnels ou une newsletter. En fait, tu Ok. peux que collecter avec une base juridique différente. Dans le sens où, bon, là c'est technique, mais si je vulgarise, une newsletter, tu dois avoir le consentement de la personne pour lui envoyer des newsletters. Un formulaire de contact, c'est très différent et c'est deux choses en fait, c'est des spécificités, mais c'est deux choses différentes. Et ça tombe bien, c'est un extrêmement. Ah, alors, je vais quand même parler de la minimisation, c'est important. Mais ça aurait été une transition parfaite parce que justement, c'était un des points de la diapo suivante. Mais du coup, manqué. En fait, autre petit point, enfin, autre grand principe, pardon, hyper important, c'est celui de la minimisation. En fait, ça, c'est probablement le principe numéro un auquel il faut que vous pensiez, surtout à votre stade de développement au niveau de votre projet. Ça, c'est hyper important. La minimisation, ça signifie que si vous pouvez atteindre le même objectif avec le moins de données possible, vous êtes obligé de le faire. En fait, c'est un petit peu le pendant de l'autre objectif de limitation. L'imitation, c'est vraiment pour les traitements, pour ce que vous comptez faire des données. La minimisation, c'est au niveau de vraiment du début de l'entonnoir. Il faut que vous collectiez le moins de données possible. Après, si vous avez besoin de plein de données pour aboutir à votre objectif et que vous n'avez pas d'autre moyen de le faire, il n'y a pas de problème, vraiment. Mais si vous pouvez trouver des manières détournées de collecter moins de données et d'arriver exactement au même résultat, pardon, vous êtes obligé de le faire. Donc dit comme ça paraît hyper difficile, hyper dur, hyper problématique. Mais en fait, ça a deux avantages. Le premier, c'est que si vous êtes un petit peu dans le côté écologique, qui dit minimisation dit donc moins de collecte, moins de serveurs, moins de machines qui tournent, moins de flux de volume de données, du coup, moins d'empreinte carbone, etc. Et in fine, si vous avez des gros data centers et que c'est votre cœur de métier, moins d'argent dépensé parce que moins de factures d'électricité aussi. Bon. Ça, c'est sur des gros volumes de données. Mais il n'empêche que ça peut avoir son avantage. C'est toujours bon à prendre. Autre avantage, peut-être plus pratique pour vous, c'est qu'en fait, moins vous collectez de données et moins vous avez des données qui partent dans tous les sens, plus vos process ils sont simples en fait, plus ils sont fluides. Et ça, la fluidité des process et la simplification, en fait, vous gagnez en productivité. Et potentiellement, quand vous embaucherez, quand vous aurez des employés, vous économisez aussi de l'argent. Parce que si vous avez des process fluides, vous ne payez pas des gens à faire deux fois la même chose. Et ça paraît bête, mais en fait, tout ce genre de questions, vous pouvez déjà jalonner un petit peu la voie de process efficaces en utilisant le RGPD. Donc ça, c'est aussi un avantage de la conformité. Et du coup, on va passer sur les autres diapos. Deux autres diapos et ensuite, ce sera le moment pour Manon de briller sur l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il y aura pas mal de questions. Mais avant tout, je vais faire un petit focus sur la prospection. Donc, l'objet de cette diapo et de la suivante, c'était vraiment d'essayer de trouver
des points assez importants et surtout assez importants dans le stade de développement où vous pouvez être. Donc, la prospection, vous en aurez besoin probablement à toute étape de votre projet, parce que même quand vous, enfin, je ne sais pas à quel niveau vous êtes exactement, mais même si vous êtes au niveau études de marché, etc., bah, vous êtes quand même pas forcément dans la prospection, mais au moins dans la communication. Il y a quand même des bases à savoir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la prospection commerciale, c'est un traitement de données qui est un peu particulier, dans le sens où il y a des règles un peu plus spécifiques que pour des traitements, on va dire, un peu plus basiques. Et en fait, ces règles, elles dépendent de deux conditions. Le canal choisi, c'est-à-dire la manière dont vous allez prospecter, mais en fait, on peut même dire communiquer, et le type de prospect, c'est-à-dire qui est-ce que vous avez en face de vous. Donc, 3 exemples. Premièrement, dans le cas de l'envoi des newsletters, Manon en parlait juste avant, il y a vraiment 2 types de règles. Si vous êtes en B2C, ou si vous avez des clients qui sont des particuliers en face de vous, vous êtes obligé de demander la confirmation à ce client, et la confirmation, en pratique, c'est une case à cocher, obligatoirement, avant de leur envoyer une newsletter. Si le client, ou le prospect d'ailleurs, personne physique, n'a pas coché cette case, vous ne pouvez pas légalement lui envoyer une newsletter. C'est interdit. Ça, si vous faites ça, vous êtes en violation du RGPD. Par contre, règle différente. Donc, Oui, dites-moi. allô? Donc là, si je comprends bien, si actuellement, dans mon appli éducatif, je souhaite récolter les données de l'utilisateur pour adapter la pédagogie. Donc, je vais passer avant tout par ce questionnaire. Et la première validation, c'est le fait qu'il est d'accord pour me transférer certaines données comme son âge ou même son secteur d'activité afin de pouvoir adapter l'appli, enfin la plateforme. Oui. Oui. Et Donc, c'est bien ça. alors, Je crois que j'ai pas compris quelle était la question exactement. J'ai compris le principe, mais c'était quoi la question? Mais est-ce que c'est bien, on va dire, le fait de valider en fait la confirmation, même si c'est pas une newsletter, parce que le newsletter, c'est le fait de récupérer certaines informations, mais moi, je récupère certaines informations directement afin de l'adapter. Donc, est-ce que ça rentre aussi dans le même principe? non, vraiment, newsletter, là, on parle vraiment de prospection, c'est-à-dire d'envoi de mail, hein, enfin d'envoi de communication. Et encore une fois, ça peut dépendre, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut dépendre du type de communication. Ce n'est pas les mêmes règles pour l'envoi de SMS ou d'appels téléphoniques. C'est des règles un peu différentes. Donc là, vraiment, on est sur la newsletter, hein. On n'est pas sur de la collecte de formulaires, enfin d'informations via des formulaires. Ça, c'est d'autres règles, hein, concrètement. Mais Oui, les formulaires en fait de collecte de données, c'est des règles qui vont être très différentes de la newsletter. Newsletter, on parle vraiment de lorsque tu es sur un site, souvent on te met une petite case avec un endroit où tu peux mettre ton mail. Et on te dit, est-ce que vous êtes d'accord de recevoir de manière hebdomadaire des informations sur notre société, etc. Ou des informations sur autre chose. Ça, c'est de la newsletter. Et le formulaire de collecte, on pourra en reparler si tu as des questions à la fin ou si tu veux nous contacter par mail. N'hésite pas pour que nous, on puisse répondre à tes questions sur le formulaire spécifique. Ok, merci. avec plaisir. Et merci maintenant pour la précision de la newsletter. C'est vrai qu'effectivement, j'aurais peut-être dû commencer par définir un petit peu ça. Donc du coup, donc, pour en revenir, donc, en se basant sur la définition de Manon, donc pour la newsletter, quand vous êtes en face de clients qui sont des particuliers, obligatoirement une case à cocher. Vous ne pouvez pas vous dire, ah ben, on a récupéré leur mail d'une manière ou d'une autre. On leur laisse toujours la possibilité de partir de la newsletter, mais par contre, s'ils nous disent rien, on envoie, c'est toujours ça de prix. Ça, si c'est des clients particuliers, c'est absolument interdit. Par contre, si c'est des clients professionnels, B2B, là, c'est autorisé. Donc en fait, c'est pour ça qu'on parle d'opt-in et d'opt-out. Opt-in, c'est le principe d'avoir une case qui est décochée, et il faut qu'il y ait une action positive de la part du client particulier en disant « Oui, je veux recevoir cette newsletter ». À la différence, l'opt-out, la case existe aussi,
mais elle est déjà précochée. Et par contre, si le client ne fait rien, on lui envoie la newsletter. Si en revanche, il n'a pas envie d'être abonné à cette newsletter, bah, c'est à lui de faire une action positive. C'est à lui de dire non, non, je ne veux pas. Ça, c'est la différence entre un client particulier et un client professionnel. Donc, encore une fois, petite règle spécifique qui peut être utile aussi parce que bah, les newsletters, ça marche. Ça marche bien pour faire parler de soi, pour faire connaître sa société, particulièrement dans une question, en début d'activité ou en période de croissance. Donc ça, c'est vrai que c'est une règle qui peut être assez intéressante pour vous. Deux autres petits points. Les CRM, ça vous parle, les CRM? Vous voyez ce que c'est? Sinon, je définis, pas de problème. Ouais, moi je vois, mais peut-être ça, je sais pas. En fait, c'est vraiment pour simplifier, c'est des logiciels qui permettent de piloter toute la partie relation client. C'est CRM, c'est pour Customer Relationship Management. Et en fait, ça va vous permettre justement d'avoir tout un portefeuille de clients avec leurs adresses mail, leurs noms, etc. Et d'automatiser tout ce qui est envoi d'email, envoi de newsletters, relance, etc., etc. Ça, c'est des outils qui sont très, 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 très utilisés dans toute la partie commerciale d'énormément de sociétés, en fait. Et en fait, ces outils, il y en a plein. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. En pratique, il y en a quasiment très peu, pas, qui respectent le RGPD à 100%. Donc, les CRM, il faut faire gaffe. Je ne vous dirai pas de ne pas les utiliser parce que sinon je serai tout seul à vous dire ça, parce que toutes les autres personnes, avec raison, vous le diront. Les BizDev, les business développeurs, si vous avez des interventions de commerciaux, ils vous diront les CRM, c'est hyper pratique, c'est vrai. Juste, faites attention, parce qu'il y a certains CRM qui peuvent faire un peu n'importe quoi avec les données que vous rentrez. Et le problème dans ce cas-là, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit vous qui soyez responsable. Donc, petite alerte sur les CRM, c'est bien de regarder un petit peu et de creuser pour vérifier qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Et dans le doute, c'est pour ça aussi que nous, on est là. Ça fait partie des conseils qu'on donne aussi à nos clients. Dernier petit point, je parle des emailing, mais là, ça peut être vraiment pour tout ce qui est données de prospection. Il y a des durées de conservation spécifiques. En pratique, vous avez le droit de garder un certain nombre d'années maximum les données après le dernier contact, si vous voulez, avec le client ou le prospect. Passer ce délai, vous êtes obligé de les supprimer. Donc, si jamais vous avez des données qui traînent depuis 5, 6, 7, 8 ans et que c'est des données de prospection, il y a de fortes chances qu'il faut que vous corrigiez ça. Et ça, pareil, c'est des problèmes parce que des fois, on aime bien avoir des données clients, quoi. Mais malheureusement, le RGPD et surtout l'interprétation des autorités de régulation, elles sont claires. Vous ne pouvez pas garder ça plus d'un certain nombre de données, une certaine durée. Donc, pour parler des partenariats maintenant, on va faire encore plus rapide du coup. Même si en vrai, ça c'est quand même assez intéressant pour vous. En fait, dès que vous allez avoir une relation commerciale, il y aura obligatoirement un transfert de données personnelles. Parce que du coup, il y a plein d'infos qui vont. Ça veut dire que du coup, il y aura évidemment le RGPD qui s'appliquera à tous les acteurs de votre chaîne de valeur, vraiment. Et son respect permettra également à votre projet en fait d'accélérer et de gagner en légitimité. Pour schématiser, je vais vous donner quelques exemples. Si vous avez des clients qui sont des grands groupes, par exemple des pure players, je sais pas moi, venteprivée.com par exemple, si vous faites quelque chose, si vous proposez des services à ce genre d'entreprise ou des collectivités publiques, des hôpitaux, des trucs comme ça, ils vous demanderont des cahiers des charges avec beaucoup d'obligations au niveau du RGPD, au niveau de la sécurité. Si vous êtes déjà conforme au RGPD, vous passez ça haut la main, vous avez le client. Si vous n'êtes pas conforme, peut-être que vous réussirez à l'avoir après vous avoir mis en conformité, mais peut-être que quelqu'un vous passera devant. Donc ça, c'est assez important. Au niveau de vos prestataires, pareil, vous aurez des prestataires, vous allez avoir des sociétés avec lesquelles vous allez travailler. C'est hyper important que vous soyez au courant de quelles relations vous avez au sens du RGPD au niveau de votre responsabilité. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est quand même assez important. Dernier point, pas des moindres, pour tout ce qui va être investisseurs et business angels, ça donc,
de plus en plus, les investisseurs demandent, enfin, apprécient qu'il y ait une certaine maturité au niveau du traitement des données, parce que ça veut dire, premièrement, que votre société, elle est déjà plus avancée que d'autres, parce que généralement, le RGPD, on va pas se mentir, c'est souvent pas le premier poste. Donc, si vous êtes en conformité, vous montrez patte blanche aux investisseurs, ça peut être un argument. Autre avantage, ça permet de leur montrer que vous savez garder des données confidentielles. Donc ça, c'est hyper important aussi parce que eux pourront vous donner, surtout pour les business angels, vous prodiguer des conseils qui peuvent être un petit peu confidentiels. Et ça, c'est hyper important que vous démontriez que vous savez garder ce secret. Et ça passe par des mesures de sécurité. Et quoi de mieux que le démontrer que de dire, regardez, moi je suis conforme au RGPD, les données, il n'y a pas de problème. Et dernier point et non des moindres pour les investisseurs, tout simplement, si vous n'êtes pas conforme, vous risquez des sanctions. C'est vrai pour les données personnelles et plein d'autres trucs. Et c'est vrai que ça peut rendre frileux certains investisseurs. C'est-à-dire que si vous traitez beaucoup de données, ou de la donnée de santé, ou des données de mineurs, etc., vous n'êtes pas conforme au RGPD, les investisseurs ils peuvent vous regarder en disant, là, si on met un billet sur la table, mais que vous prenez une sanction de la CNIL et qu'après vous mettez la clé sous la porte, c'est peut-être pas génial. Donc voilà, c'est vrai que à côté de ça, à côté du problème un peu réglementaire du RGPD, il peut quand même y avoir des avantages. Et Alors, du coup, on va parler vite fait, et on va vraiment passer sur 2 points assez importants et après avec Vincent, on va vous faire toute la partie sur l'IA. Les bonnes pratiques que nous, on préconisera toujours et que je pense que tous les DPO préconisent aussi, c'est si vous avez un site ou une application, il faut que ce soit conforme aux exigences de la réglementation. C'est un site, c'est votre vitrine. Donc, si votre vitrine n'est pas conforme, en fait, l'autorité de régulation ou même les autres parties, partenaires, investisseurs, ça peut présumer que votre société n'est pas non plus conforme. Après, faites attention à l'hébergeur de données que vous allez choisir. Ça, c'est un vrai point d'actualité. On en parle beaucoup. Il y a plein d'hébergeurs qui sont français ou du moins qui sont européens. C'est toujours mieux, enfin, préconiser, recommander plus, de choisir un hébergeur français ou du moins européen. Ça nous arrive beaucoup. On voit beaucoup de documents juridiques qui sont copiés-collés. Donc des politiques de confidentialité, des conditions générales d'utilisation, des modèles aussi qui sont utilisés mais qui ne sont pas personnalisés en fonction de votre société. Nous, on le voit en tant que juriste. Des personnes qui travaillent dans le métier depuis longtemps aussi le voient mais qui ne sont pas forcément dans notre domaine. Et la CNIL voit ça. Sinon, on peut le voir. La CNIL, qui sont aussi des experts, le verront. Ne copiez-collez pas, vraiment. Il faut aussi que vous ayez un panel de documents concernant votre conformité, donc avec des contrats de sous-traitance, par exemple une annexe RGPD. Je ne vais pas rentrer dans les points, ça c'est vraiment des documents, on va dire, à avoir. Et un dernier point, c'est que au sein de votre société, ces documents, il faut les mettre à jour régulièrement. Parce que votre société, elle évolue avec vous. Donc, il y a plein de points qui vont devoir être modifiés et ça, faut le faire un peu régulièrement. Voilà, c'est des points clés. Bon, après, de toute façon, on sait que dans une société, il y a tout à mettre à jour régulièrement. Donc, la partie juridique, c'est vraiment avec. Donc, ça, c'est les bonnes pratiques. Après, on va vous parler vite fait des sanctions de la CNIL. Donc, il y a 2 sanctions qui existent. Il y a les sanctions pécuniaires. Les sanctions pécuniaires, ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel d'une société ou d'un groupe ou 20 millions d'euros. Il faut savoir que, ou alors les sanctions du coup qui sont réputationnelles. Donc ça, c'est vraiment une condamnation publique dans un journal où on va dire, par exemple, telle société a été sanctionnée à hauteur de telle amende. Les sanctions pécuniaires, il faut savoir que c'est pas que pour les grands groupes. Il y a des médecins qui ont été sanctionnés. Il y a des sociétés dans le secteur de l'habillement. Il y a des éditeurs de logiciels. Il y a vraiment tout type de sociétés et ayant un chiffre d'affaires différent et une maturité différente qui ont été sanctionnés. Donc sachez que vous êtes tout autant concernés par le RGPD et par les sanctions qu'un grand groupe, par exemple, français ou européen.
De plus, sur la sanction réputationnelle, une sanction réputationnelle pour une petite société, ça peut être la mort de votre société. Parce que si vos clients considèrent que vous ne protégez pas leurs données, en fait, elles vont vouloir aller voir ailleurs. Et il y a deux types de contrôles actuellement qui existent. Avant, il n'y en avait qu'un. Maintenant, il y en a deux. Il y a le contrôle classique, très administratif, et le contrôle simplifié. Pour le contrôle simplifié, il faut savoir que, comme je l'ai mentionné, il me semble tout à l'heure, la CNIL, en fait, elle fait des tours sur Internet, je suppose aussi les différents réseaux sociaux pour aller chercher les sociétés. Et en fait, si votre vitrine n'est pas conforme, bah alors la CNIL va venir toquer à votre porte. OK, contrôle, donnez-moi tous ces documents. Et là, vous avez peu de temps pour donner les documents. Donc voilà. Sachez que vous êtes tout aussi concernés et qu'en général, les autorités de régulation communiquent énormément entre elles. Donc un contrôle d'une autorité de régulation peut mener à un contrôle par une autre autorité de régulation dans les mois ou années à venir. Donc soyez très vigilants. C'est un peu, on en discutait avec Vincent la dernière fois, tout le monde a peur du fisc. Tout le monde a peur d'avoir un contrôle fiscal, donc tout le monde a une comptabilité qui est presque parfaite. Ben, en fait, avec la conformité RGPD, c'est pareil. Parce que là, depuis quelques années, la CNIL contrôle beaucoup plus qu'avant, parce que je pense qu'elle considère que pendant un moment, une fois que le RGPD a été appliqué à partir de 2018, les entreprises ont commencé à se mettre en conformité, mais peut-être pas assez à son goût. Donc là, c'est plus un sujet d'actualité, c'est il faut réellement se conformer. Maintenant, on passe à un sujet que je pense que tout le monde va adorer, c'est l'intelligence artificielle. Donc là, on va vraiment se passer un peu la main avec Vincent. Faut savoir que actuellement, c'est nouveau pour tous les juristes. Ça veut dire qu'on sait ce que c'est l'intelligence artificielle, on l'a vu. Il y a des définitions qui sont différentes pour l'intelligence artificielle. On n'a pas une vraie définition bien classique pour nous dire exactement ce que c'est. Et c'est la première fois qu'on a un acte, un règlement par rapport à l'intelligence artificielle et comment des règles vont venir se mettre en place. Donc il faut savoir que l'IA Act, ou comme dirait, je ne sais même plus dans quel sens, l'AI Act d'après Vincent, à la française, a été approuvé par le Conseil de l'UE, donc de l'Union européenne, le 21 mai 2024. Donc c'est hyper récent. Et on l'a fait parce que, comme on en a parlé tout à l'heure pour la protection des données, il y a de l'abus et il y a des excès. Donc, en Europe, il y a eu cette volonté de venir encadrer le développement et l'utilisation de l'IA. C'est tout nouveau. Les juristes sont en train de voir point par point ce qui va être mis en place dans les mois à venir, mais il va falloir s'y conformer dès maintenant, plus ou moins. Mais dès 2025-2026, il faudra être au clair avec l'IA Act. Donc en fait, l'IA Act, il faut savoir qu'il y a des objectifs qui ont été mis en place. Donc le premier objectif, c'est vraiment la sécurité et la transparence. En fait, le but, c'est de créer des systèmes d'IA qui soient sûrs, transparents et respectueux des droits de chaque personne. Donc en fait, là, on revient un peu sur les principes du RGPD. En fait, les deux vont se combiner totalement. On a voulu renforcer en fait la confiance des citoyens parce que actuellement, quand on parlait d'IA, il y a eu aussi un peu une peur de certaines personnes de se dire mais c'est quoi l'intelligence artificielle? Personne n'est transparent. Quand il y a l'utilisation de l'IA, par exemple sur un site internet, nous on a besoin en fait d'avoir confiance dans ces technologies qui sont mises en place. Donc la confiance, ça va aller comme sur le principe de transparence en fait du RGPD, d'expliquer aux personnes comment ça se passe, à quoi sert l'IA, toutes ces petites informations. Et ça sert aussi, même s'il y a des personnes qui disent que c'est pas vrai, ça va servir à pousser l'innovation en Europe. Moi, je trouve que c'est vrai parce qu'il faut une réglementation pour qu'il n'y ait pas des excès et des abus. Et je pense qu'avec cette réglementation, on va pouvoir peut-être partir plus facilement de certaines bases pour développer correctement, tout en respectant en fait la vie privée de tout à chacun. Et qu'est-ce qui a été créé? Pour l'instant, en tout cas, on est vraiment sur une classification des risques d'IA. Donc en fait, on a 4 catégories. Il y a le risque
inacceptable. Donc en fait, là, l'IA Act va interdire les systèmes d'IA qui sont considérés comme une menace, donc pour la sécurité ou pour les droits fondamentaux des personnes, par exemple la liberté, ou les valeurs européennes. Je ne sais pas si vous avez vu Black Mirror, des épisodes de Black Mirror un peu connus de tous. Bah, il y avait un épisode de Black Mirror où il y avait des sortes de systèmes de notation sociale. Bah, par exemple, ça, ils disent que c'est tellement dangereux que c'est un risque inacceptable et ça sera, du coup, c'est interdit de créer ces systèmes d'IA considérés comme une menace, en fait. Bon, après, pour les détails, ça, faudra voir les détails qu'ils vont nous donner. Après, il y a un deuxième risque qui est le risque élevé. Donc là, c'est une réglementation qui est stricte pour justement les applications d'IA qui sont dans des domaines sensibles qu'on a déjà mentionnés tout à l'heure, mais comme la santé, l'éducation ou la justice. Après, on va avoir encore en dessous les IA de risque limité. Donc là, il y a des obligations spécifiques qui vont être mises en place. Par exemple, il y a un exemple qui a déjà été donné, les systèmes d'IA de chatbot. Par exemple, c'est un risque, c'est considéré comme une IA de catégorie de risque limité. Donc là, on aura des obligations vraiment spécifiques pour la création de chatbots. Et après, on a le risque minimal, où il y a vraiment cette libre utilisation des systèmes d'IA à faible risque pour les personnes. Donc là, c'est un peu les catégories pour l'instant qu'ils nous ont données. La volonté, c'est vraiment d'avoir créé ces catégories pour savoir dire non à la création d'IA qui sont une menace en fait pour la vie privée des citoyens. Il y a déjà tellement de données qui sont collectées, de choses qui sont faites, que je pense que voilà, c'était vraiment important pour eux de dire on peut créer des systèmes d'IA, mais il faut qu'ils soient sûrs par rapport à la vie privée de chacun. Et en fait, tout à l'heure, du coup, il me semble que c'est Mathieu où tu as dit que tu étais dev. Il y aura des obligations en fait pour vous et les développeurs qui vont créer en fait les systèmes d'IA. En fait, pour les systèmes d'IA, par exemple à risque élevé, donc là c'est un exemple spécifique, vous allez devoir, mais c'est un peu pour toutes les catégories, avoir des exigences strictes en matière de documentation. En fait, ça sera plus possible de créer une IA juste comme ça, de la mettre sur le marché et de dire OK, tout le monde peut l'utiliser, nous on vend ce produit. C'est vous allez avoir de la documentation stricte par rapport à la gestion de vos données, comment vous avez créé votre IA, mais vous allez avoir aussi une obligation d'avoir une surveillance humaine. En fait, c'est ce qu'on veut plus, c'est une IA où derrière il y a personne en fait qui va vérifier ce que l'IA fait, plus ou moins. Et ça, il y a plein de films. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais plus petite, il y a un film que j'avais regardé avec, c'était des IA, c'était du coup des robots. Et en fait, c'était les robots qui avaient pris le monde, etc. Et en fait, il y a vraiment encore c'est une réalité, ça. Il y a énormément de personnes qui ont encore peur de ces intelligences artificielles et que l'intelligence artificielle prenne la place ou le métier de certaines personnes. Donc, le but, ça va être vraiment d'avoir cette surveillance humaine pour voir ce que l'IA fait et vérifier en fait certaines décisions qui sont prises. Après, il y a aussi ce principe de transparence. Comme on l'a dit tout à l'heure dans les objectifs, c'est que chaque utilisateur doit être informé quand ils vont interagir avec une IA. Actuellement, des fois, on interagit avec des IA, mais on ne le sait pas. En fait, personne ne nous le dit. Bon, après, des fois, on le comprend quand même assez rapidement parce que l'IA n'est pas assez développée. Mais ça va être une de ses obligations de dire, comme à un enfant, tu es en train d'utiliser une IA, comment elle fonctionne et tout son développement. Et après, comme pour le RGPD ou comme pour d'autres réglementations, il y a des autorités de régulation qui vont être mises en place. Et ces autorités de régulation vont sanctionner les personnes, les sociétés qui ne se sont pas mises en conformité par rapport à l'IA Act. Et ça, pareil, c'est un règlement qui est tout jeune, enfin c'est un acte qui est tout jeune actuellement. À partir de 2025-2026, il me semble que c'est bon. Là, pareil, il y a des spécificités en fonction des catégories, etc. C'est pas encore hyper clair, même pour nous, mais les sanctions vont vite tomber. Et après, il faut savoir que l'IA Act,
c'est la première fois en fait au monde qu'il y a vraiment une réglementation poussée comme ça sur l'intelligence artificielle. Parce que actuellement, je pense que tout le monde en est conscient, mais les États-Unis, c'est quand même les leaders en termes de création d'intelligence artificielle et de développement. En Europe aussi, on est très bon. Mais il y avait vraiment ce besoin en fait de réglementer et de contrôler tout ça. Donc, un conseil pour vous, c'est il y a une des sociétés qui a dit que vous vouliez justement créer une intelligence artificielle à l'intérieur de votre application. Il y a des fiches qui vont être mises en place par la CNIL juste à titre de vulgarisation. C'est des petites fiches, on va dire, un petit peu éducatives. Ça ne sera pas assez suffisant, je pense, pour vraiment comprendre ce qu'est l'IA et comment se conformer à l'IA. Mais faites-le, entre guillemets, le plus rapidement possible pour éviter de perdre de l'argent sur des sanctions ou alors votre réputation, si il y a des sanctions réputationnelles, de perdre du coup votre réputation sur ce type de sanctions. Et ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on fasse, là, sur les 15 minutes qui restent, vraiment des questions qu'on discute sur vos projets ou des questions que vous pourriez avoir sur n'importe quel sujet, sur l'IA ou la protection des données. Ou pas, hein. Si on Donc, vous a- n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Moi, je n'ai pas de questions pour l'instant, enfin, qui me viennent. Mais donc, tu disais que potentiellement, ça va accélérer l'innovation. Enfin, moi, je pense justement que ça va être un petit frein à l'innovation. Ça va rajouter justement des procédures. En fait, il y Ça a l'air a, un peu relou, quoi. il y a deux manières de voir les choses. Et en fait, je pense qu'on peut dire que ce sera à la fois, paradoxalement, une barrière et un facteur d'accélération. En fait, ça va être une barrière à court terme pour les entreprises européennes et ça va être compliqué, effectivement. Par contre, à long terme, enfin, même à moyen long terme, ça aura deux avantages. Déjà, premièrement, bon, on va pas se le cacher, tous les règlements européens, même si c'est pas le but premier, c'est au moins le but second, de protéger le marché européen. Parce que en faisant des règles complexes, qui ont plein d'avantages hein, pour la sécurité des gens, la vie personnelle, etc. Mais en faisant des règles complexes, ça fait en sorte que, enfin, ces règles-là font en sorte que les entreprises européennes de ce secteur-là, elles vont grandir avec ces règles-là. Du coup, elles seront déjà formées à leur application. Donc, elles auront de l'avance. Si tu as des entreprises américaines qui veulent arriver sur le secteur, elles sont complètement perdues. Parce qu'elles devront mettre déjà d'équerre à toute enfin, je parle américaine, mais pour les pays hors de l'Union européenne. Elles devront déjà se mettre d'équerre avec toute la reste de la réglementation et cette réglementation-là. Ce qui est beaucoup plus difficile quand c'est pas, quand tu n'es pas une entreprise nationale. Donc en fait, ça sur le côté vraiment économique, enfin macroéconomique, on va dire, sur tout l'ensemble du secteur, ça aura un effet bénéfique pour le marché européen. Ça a été vrai pour le RGPD, ça a été vrai même pour plein d'autres règlements plus économiques. Donc ça aura quand même un effet global. Après, comme j'ai dit ponctuellement, c'est sûr que ça va créer des barrières au développement. C'est pas forcément une mauvaise chose aussi, encore une fois, sur le long terme, parce que en fait, ça va faire. C'est comme une sélection naturelle, si tu veux. C'est-à-dire que ça va sélectionner au fur et à mesure les entreprises qui vont être du coup plus, qui vont avoir plus l'intérêt des consommateurs, des personnes au cœur de leur développement, au cœur de leur service. En fait, tu peux aboutir progressivement à un écosystème qui sera plus vertueux. Donc, in fine, bah, ça peut être aussi bénéfique pour l'innovation, mais pour une innovation plus vertueuse, tout simplement. Après, que d'autres marchés qui n'ont pas ces mêmes règles avanceront probablement plus vite. Ça, c'est vrai aussi. Il faut le reconnaître. Mais bon, après, encore une fois, on n'y est pas. On n'a pas du tout le recul. Il vient à peine d'être validé il y a quelques semaines et il rentrera en application que début 2025. Et ça, ce sera pour le début, pour les premières parties. En fait, il va être appliqué progressivement entre janvier 2025 au plus tôt. En vrai, il sera peut-être même décalé. Et idéalement, janvier 2026. Encore une fois, vu la tranche que c'est,
il y aura peut-être un petit décalage. Voilà. Donc, prenez en compte l'existence de l'IACT, commencez à vous renseigner dessus, comme on disait un peu plus tôt sur d'autres questions. Nous, on sera là pour vous aider si vous avez besoin. Si vous développez des systèmes d'IA, ce sera obligatoire en fait que vous vous y mettiez en conformité. Mais il n'y a pas le feu au lac pour l'instant. Vous aurez un peu le temps de le voir venir, mais plus tôt vous vous y mettez, mieux c'est. Voilà, pour une grosse réponse. Ça marche. Merci.